Aujourd'hui, nos vies sont connectées par des réseaux invisibles, nos esprits captivés par des écrans lumineux, dans un monde en perpétuel mouvement rythmé par les avancées technologiques. Les décennies passent, et projetons-nous dans un avenir cybernétique, une nouvelle ère où la frontière entre l'homme et la machine s'estompe peu à peu. Nous sommes en 2077 à Night City, le cœur palpitant de cette nouvelle ère, une métropole où les rêves et les cauchemars coexistent, et où chaque coin de rue cache une histoire. Dans cette ville où les néons brillent jour et nuit, une légende a pris forme, V, le personnage jouable dans le jeu Cyberpunk, un mercenaire qui va naviguer dans les intrigues et les dangers de cet univers sans pitié. Mais au-delà des exploits que V va devoir réaliser, des histoires s'écrivent dans les ruelles de Night City, et parmi ces histoires, il y en a une en particulier qui se distingue. Nous découvrons David Martinez, un jeune étudiant qui vit dans un quartier modeste avec sa mère qui travaille dur pour subvenir à leurs besoins. Mais quand on nous présente ce jeune homme ordinaire, on ne se doute pas qu'il va devenir une véritable légende de Night City. Et dans ce monde futuriste, la technologie et l'innovation ne s'arrêtent pas à ce qui est visible dans les rues. On le retrouve aussi sur le navigateur. Alors, laissez-moi vous parler d'Opera GX. Opera GX, c'est le navigateur qui casse les codes, notamment GX Mode qui permet de personnaliser votre expérience pour vous sentir comme en 2077, que ce soit un fond d'écran animé, des effets, une musique de fond ou des sons pour ton clavier, que tu peux désactiver à tout moment. Et non, là t'es pas en pleine cyberpsychose, rassure-toi, c'est juste le shader présent dans ce thème. Il y a plein d'autres thèmes qui rendront ton navigateur bien moins ennuyeux. Dans un contexte où tout est automatisé, c'est aussi le cas ici avec l'intelligence artificielle prête pour t'aider dans tes recherches et t'assister à tout moment. Il y a aussi ChatGPT disponible en un seul clic sur la barre des tâches. Et là, t'es en train de regarder une vidéo incroyable sur YouTube quand soudain on te donne une mission super importante de piratage informatique pour ton équipe. Bah, tu peux très bien continuer à regarder ta vidéo à côté tout en faisant ce que t'as à faire. Bien sûr, passer de l'époque d'il y a 50 ans sur ton ancien navigateur à l'époque d'aujourd'hui en 2077, c'est super facile et Opera GX a pensé à tout avec la fonctionnalité d'importation, qui te permet en un seul clic de récupérer les paramètres de ton ancien navigateur, que ce soit ton historique, tes favoris ou tes mots de passe enregistrés. Au moins, t'as pas à tout recommencer. Tout est facilité sur Opera GX, tu peux accéder à tes messages Discord, mais aussi tous les autres réseaux sociaux. Alors, n'hésite pas à faire comme tout le monde à Night City et télécharge Opera GX. C'est gratuit, rapide et sécurisé. Le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui ont écouté, ça me soutient et me permet de maintenir ce rythme de vidéo. Merci à Opera GX de soutenir cette vidéo, et sans plus attendre, reprenons notre aventure à Night City. Dès la première fois que l'on découvre David Martinez, il y a un détail frappant. Il lave ses vêtements dans une machine à laver qui s'arrête en plein cycle pour cause de fond insuffisant. Et c'est la manière idéale d'introduire la réalité de la vie à Night City, où derrière les gratte-ciel imposants se cache une misère profonde, et où seule l'élite peut profiter des conforts de la ville. L'objectif ici n'est pas de résumer l'histoire, mais d'explorer les aspects qui ont rendu cet animé si profond et poignant alors qu'il n'y a que 10 épisodes. À travers toute cette chronologie de l'histoire, je vais vous plonger dans ses moindres détails. David est étudiant à l'Académie Arasaka, un établissement prestigieux destiné aux enfants de familles influentes. En réalité, le principal moyen d'y accéder, c'est de pouvoir payer les frais de scolarité. C'est pourquoi Gloria, la mère de David, passe d'innombrables heures à travailler, espérant assurer un avenir à son fils. Tu vas travailler dur et grimper des échelons jusqu'à arriver au dernier étage de la tour Arasaka. Tu en es capable. Cette simple séquence où nous voyons David déambuler dans les rues chaotiques de Night City nous immerge dans l'esthétique futuriste de l'univers, offrant une introduction visuelle immersive au style cyberpunk. Mais elle propose aussi une critique poignante de notre propre société. À travers les néons scintillants, ce qui brille réellement, ce sont les inégalités. Les simples pas de David observant des scènes qui nous choqueraient aujourd'hui montrent que c'est devenu normal dans ce futur. Et ça nous met en garde contre un avenir dystopique. C'est une fiction, oui, mais ça pourrait devenir notre réalité dans un futur proche. Assez soudainement, David et sa mère sont victimes d'un accident de voiture. Lorsque l'équipe de traumatologie arrive, c'est l'équivalent des urgences, ils découvrent que ni David ni Gloria ne sont clients de ce service et doivent refuser les premiers soins. Ce moment tragique révèle combien les décennies ont effacé l'humanité, où seuls ceux qui ont les moyens peuvent survivre dans ce monde impitoyable. C'est ainsi que David perd sa mère, et que ce rêve qu'elle voulait qu'il poursuive disparaît complètement, le laissant sans raison de vivre. Mais sur le chemin de l'école, avant ce drame, il se doutait pas qu'une certaine personne qu'il allait croiser par hasard allait complètement changer sa vie. Il retrouve dans les affaires de sa mère un implant cybernétique nommé Sandevistan, un implant qui permet d'avoir une aptitude bien spécifique, ralentir le temps. Ralentir le temps dans un contexte où tout va trop vite, où le monde ne cesse d'avancer et où ce rythme effréné laisse ceux qui ne suivent pas perdus parmi les gratte-ciel, plus hauts et plus étincelants les uns que les autres. Cet implant transcende les limites humaines, il entre dans une nouvelle dimension de puissance, et pour un jeune homme qui a grandi dans la pauvreté, c'est un ticket vers une forme de pouvoir qu'il n'aurait jamais imaginé. Le Sandevistan marque le début d'une transformation décisive, devenant le catalyseur de son destin. Ce changement dans sa vie est aussi marqué par l'expulsion de l'Académie Arasaka, suite à une altercation avec un élève, dont le père est un membre haut placé de la corporation. C'est la fin de ce que sa mère a toujours souhaité pour lui, mais le début de quelque chose d'autre, dès qu'il rencontre cette mystérieuse fille aux cheveux blancs.
Cette fille s'appelle Lucie, et ils vont se retrouver à travailler ensemble. On partage, 80 pour moi, 20 pour toi. Quoi? Tu te fous de moi? Quand on voyait David regarder l'horizon et cette navette qui décolle, on comprend que c'est pas juste une simple navette qui décolle, c'est le symbole qui va nous suivre jusqu'à la toute fin. Ouais, et toi alors? Tu te crois plus cool que moi avec ton vieux poster là? Le rêve de Lucie, c'est de partir sur la Lune pour s'évader de cette ville et échapper à la brutalité de la vie quotidienne. Et quand David décrit la Lune comme un camp de prisonniers, pour Lucie, c'est loin d'être pire que Night City. Surtout que désormais, David n'a plus de rêve à poursuivre car il ne vivait que pour les ambitions de sa mère, grimper les échelons et avoir un poste chez Arasaka, alors il doit trouver son propre rêve. Le prénom complet de Lucie est Lucina, qui fait référence au terme latin Lucina, signifiant « celle qui amène à la lumière ». J'ai l'impression que on forme une bonne équipe tous les deux. Son nom entier est Lucina Kushinada, et il y a une raison particulière derrière ce choix. Rafal Jaki, créateur de la série, a donné ce nom de famille à Lucie pour honorer ses origines. Sa mère est polonaise et japonaise, d'où le prénom Lucina à consonance polonaise, et Kushinada à consonance japonaise. Un tout nouvel enjeu surgit dans la vie de David lorsque Main et son groupe découvrent qu'ils possèdent le Sandevistan. Il va se retrouver menacé et en danger car Main incarne la puissance en étant le leader de l'équipe des Edge Runners. Cependant, lorsque Main apprend que David est le fils de Gloria, qui en plus de son travail principal vendait également des équipements cybernétiques aux Edge Runners, Main et Gloria étaient quand même liés, et ce dernier ne sera pas indifférent face à sa mort. C'est ce lien qui conduit David à rejoindre le groupe des Edge Runners. Mais pourquoi le terme Edge Runner? En fait, Edge Runner, si on le traduit littéralement, ça veut dire celui qui court sur les bords. Ce sont des individus vivant à la marge en quelque sorte. Des cyberpunks évoluant en dehors des sentiers battus dans une ère marquée par une révolution technologique et dominée par des méga-corporations. Très brièvement, ce sont des hors-la-loi, des marginaux. On comprend ainsi le nom de l'anime, Cyberpunk Edge Runner, et ces 3 premiers épisodes dévoilent une profondeur bien au-delà de l'histoire d'un jeune homme cherchant à survivre dans un monde cruel. L'anime parvient à sublimer le jeu Cyberpunk, qui à sa sortie avait été critiqué pour ses bugs et son développement précipité. Avec le temps, le jeu s'est amélioré, devenant plus complet et affiné, mais lors de son lancement, il n'a pas répondu aux attentes élevées des joueurs. Et cet anime a eu un impact considérable pour redorer l'image du jeu, se hissant au sommet en remportant les titres d'anime de l'année 2022 au Crunchyroll Anime Awards. Cyberpunk Edge Runners. Aux côtés de séries incontournables telles que Demon Slayer ou l'Attaque des Titans. Cyberpunk Edge Runner se distingue ainsi comme la première adaptation animée de jeux vidéo à décrocher ce prestigieux prix. À travers cet animé, nous découvrons Night City sous un nouveau prisme, permettant une compréhension plus profonde de ce que Cyberpunk représente véritablement. Cyberpunk se dresse comme un miroir sombre, un reflet de la société actuelle et des dérives auxquelles notre monde est confronté. David incarne le rêve brisé, un jeune homme dont le potentiel est écrasé par la brutalité du monde. Il se retrouve face à un choix crucial, choisir entre une vie marquée par la souffrance, en suivant ses propres idéaux, ou une existence de succès, mais au prix de ses véritables aspirations. Parmi les Edge Runners, David et Lucie sont les figures centrales, guidées par Main, le pilier du groupe. Main deviendra rapidement le mentor de David, un mentor dont les implants cybernétiques révélateurs de sa grande puissance finiront par le déshumaniser et le consumer lentement. Dorio est la fidèle partenaire de Main, à la fois son amante et son bras droit, apportant soutien et stabilité à l'équipe. Kiwi est une netrunner froide et calculatrice, experte en piratage. Les netrunners sont les virtuoses de la manipulation numérique, c'est des hackers en quelque sorte. Pilar est le spécialiste des armes, toujours déjanté, excentrique et provocateur. Rebecca est la petite sœur de Pilar, une combattante imprévisible toujours prête à se jeter dans la mêlée. Et enfin, Falco est le conducteur expert de l'équipe, discret mais essentiel lors des missions. La première mission véritable de David consiste à dérober les données d'une voiture appartenant à un haut gradé d'Arasaka, Monsieur Tanaka, et lorsque l'opération tourne mal, une prime est rapidement publiée pour récupérer le véhicule. Mais ceux qui veulent leur mettre des bâtons dans les roues ne peuvent rivaliser avec la puissance du groupe. On découvre que le fixeur qui a orchestré leur mission s'appelle Faraday, qui leur reproche de ne pas être resté discret et de s'être fait remarquer, ce qui a alerté Tanaka et l'a poussé à revoir ses plans, conscient qu'il est sous surveillance. Faraday travaille pour Militech, une méga corporation spécialisée dans la fabrication d'armes, qui ambitionne de s'emparer de l'armure secrète développée par Arasaka. Cependant, à ce stade, les Edge Runners ignorent les véritables intentions de Faraday. Ils vont travailler et traîner ensemble, Lucie et David vont se rapprocher, développant une relation amoureuse. Et un détail subtil se cache dans les crédits de fin de chaque épisode, une séquence finale montrant Lucie contemplant la lune. La perspective et la mise en scène évoquent clairement la carte de tarot de la lune, ces cartes présentes dans le monde réel et intégrées au jeu Cyberpunk. Une carte qui symbolise le rêve, les désirs et le sommeil, rituel nocturne lié à la mort. Cette image récurrente dans le développement de Lucie fait écho à ses rêves et à ses désirs, mais aussi au sommeil.
Dans ce monde où la cyberpsychose menace à tout instant, une maladie dévastatrice qui efface l'identité individuelle, la vigilance est primordiale. N'importe qui peut perdre le contrôle et sombrer dans cette folie technologique à tout moment. C'est ainsi que nous assistons à la perte d'un des membres des Edge Runners, Pilar, car confronté à un inconnu qui n'a plus du tout le contrôle de ses mouvements. Cette perte douloureuse introduit progressivement le concept de la cyberpsychose, une menace qui ne tardera pas à frapper Maine, toujours avide des équipements les plus puissants, quitte à risquer de se laisser consumer par cette affliction mentale. L'équipe se concentre sur le travail de Faraday et cherche un moyen de se rattraper en sachant que Tanaka est désormais conscient d'être surveillé. Grâce au talent de Netrunner de Kiwi, il découvre que Tanaka est le père d'un élève de l'académie Arasaka, ce même élève contre qui David s'est battu avant son expulsion. Kiwi va également découvrir que Tanaka utilise des danses sensorielles créées par un certain Jimmy Kurosaki. Les danses sensorielles, c'est le summum de la réalité virtuelle, contrairement à notre époque où un simple casque permet d'observer des environnements virtuels. En 2077, la technologie a évolué au point de permettre une immersion totale. Ce type de technologie est utilisé non seulement pour des traitements psychologiques, mais aussi comme une forme de divertissement de luxe. C'est devenu un véritable secteur d'activité dans ce monde numérique. Revenons à Jimmy Kurosaki. David connaissait son travail et sait que pour créer ces danses sensorielles, l'acheteur doit se rendre en personne pour personnaliser la commande. Cette exigence ouvre une nouvelle opportunité pour arrêter Tanaka, mais attraper Kurosaki n'est pas si simple. Ça se finit toujours de deux manières. Soit tu te paieras jamais, soit tu meurs. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas d'entre-deux. Finalement, ils réussiront à convoquer Tanaka, ce qui entraîne une altercation fatale pour Kurosaki. Pris en charge par la Trauma Team, les soins d'urgence arrivent en vitesse pour Kurosaki, ce qui force les Edge Runners à fuir rapidement. Pendant qu'ils essaient de pirater Tanaka, Maine succombe à une crise de cyberpsychose, perdant tout contrôle au point de s'attaquer à Kiwi alors qu'elle travaille. C'est alors à Lucy de s'occuper du travail de piratage pour extraire des informations à Tanaka, mais Maine compromet ce plan en étant totalement incontrôlable. Sa cyberpsychose va se manifester au point de tuer un membre haut placé d'Arasaka, dont ils avaient désespérément besoin. La quête de puissance de Maine l'a totalement détruit, et le dernier facteur qui va déclencher sa fin, c'est la mort de Dorio sous ses yeux, qu'il va tuer de ses propres mains comme une marionnette manipulée par la cyberpsychose. Cette tragédie démontre que la maladie n'épargne personne, marquant ainsi la fin de Maine. Les Edge Runners ont perdu leur leader et leur bras droit, et on comprend que cette mission prend des proportions bien trop grandes. Toi, tu vas plus vite que tout le monde, alors... t'arrêtes jamais de courir. Le jeu Cyberpunk regorge de références subtiles à l'animé, intégrant des lieux emblématiques comme les appartements de Rebecca et Pilar, celui de Kiwi, ou encore celui de David et Lucy. Cette connexion souligne la volonté de démontrer que les événements qui se déroulent dans Night City, qu'ils soient issus de l'animé ou du jeu, se déroulent bel et bien en parallèle. Le temps passe, et on découvre que David est le nouveau leader des Edge Runners, forgeant sa réputation. Il va travailler directement avec les fixeurs et va avoir une discussion cruciale avec Faraday, qui lui confie une mission pour Militech, société rivale d'Arasaka. Parmi les acteurs principaux du plan de Faraday se trouve Lucy, qui dévoile son terrible passé, née et élevée à l'extérieur de Night City avec d'autres enfants formés par Arasaka pour devenir les meilleurs Netrunners. Soyez attentifs à ce qui suit car ça illustre parfaitement l'importance cruciale de Lucy dans cette histoire. Et cela révèle que son passé s'ancre dans un récit qui remonte à plusieurs décennies. Le net, dans l'univers de Cyberpunk, c'est l'équivalent futuriste de notre internet. Raj Bartmos, un hacker de génie, a développé un moyen de pénétrer dans toutes les bases de données des entreprises à l'aide d'un virus redoutable. Ce virus a infecté 78% du net en quelques mois seulement, et c'est ce qu'on appelle le data crash. Les entreprises ont perdu des milliards, ce qui a conduit à la création du Black Wall, une intelligence artificielle chargée de bloquer les sections du net envahies par ce virus. C'est ainsi que le net a subi une transformation radicale. Le net d'avant le data crash est appelé l'ancien net. La mission de Lucy et des autres enfants était de plonger dans les données de l'ancien net, à la recherche d'informations perdues. Cette expédition périlleuse les rendait vulnérables aux démons, des programmes malveillants et aux intelligences artificielles rebelles. Leur quête s'est soldée par un massacre, les enfants ont été éliminés un à un, soit dans l'ancien net, soit par Arasaka qui les a tués lorsqu'ils ont tenté de fuir les dangers de ces explorations. Lucy est la seule survivante parmi les enfants, ce qui fait d'elle l'élément indispensable pour pirater Arasaka sans laisser de traces. Arasaka se trouve confronté à deux problèmes majeurs, d'une part l'élimination des conséquences laissées par la mort de Tanaka, et d'autre part la capture de Lucy qui est actuellement en train de s'en prendre à ses hommes. Faraday, initialement au service de Militech, se retrouve à travailler pour la société concurrente Arasaka, afin d'éliminer toutes les personnes informées de l'existence de cette arme secrète, mais aussi pour capturer Lucy, la Netrunner qui représente la plus grande menace pour eux. L'évolution notable depuis la mort de Maine, c'est les changements de comportement chez David, devenu beaucoup plus fort et équipé, mais qui laisse entrevoir une possible descente vers la cyberpsychose. Des souvenirs traumatiques de plus en plus récurrents et une détérioration de son état marquée par une dispute entre Lucy et David, car elle l'implore de reconnaître qu'il est en train de devenir fou.
David est en train de suivre la trace de Maine, son mentor, dont la mort a été causée par cette maladie impitoyable. Et cette dispute va signer la rupture entre les deux Edge Runners. Suite à cet événement, Lucy va traquer un Netrunner, sans savoir qu'il s'agissait d'un piège tendu par Faraday et Kiwi. Et à ce moment-là, on comprend que les Edge Runners ont perdu Pilar, Dorio et Maine, mais aussi Kiwi qui les a trahis. D'ailleurs, une haine peut se développer envers Kiwi chez les spectateurs, mais dans ce monde où il ne faut faire confiance à personne et où les affaires règnent en maître, elle a fait un choix que nombreux auraient fait, pressentir la chute de son équipe et sauver sa peau tant qu'elle le pouvait encore. Finalement, c'est comme ça que ça fonctionne à Night City. Nous découvrons ainsi toute la vérité sur ce qu'il se passe réellement. En fouillant dans la tête de Tanaka, Lucy a découvert tout ce qui se passe autour de cette mystérieuse armure extrêmement puissante, et comprend que Tanaka souhaitait capturer David pour qu'il devienne le cobaye pour ce cybersquelette. En tant que porteur du sang de Devistan, ça faisait de lui le candidat idéal. Cette révélation explique pourquoi Tanaka voulait que David réintègre l'académie Arasaka alors qu'il s'en était pris à son propre fils. Cependant, même si tu deviens très puissant, le risque de cyberpsychose est extrêmement élevé. Lucy a alors dans son coin éliminé tous les membres d'Arasaka impliqués dans ce plan, afin de préserver David de cet immense danger. Faraday contacte David pour une ultime mission, voler un convoi d'Arasaka tout en alertant Militech pour que David soit contraint de porter l'armure et ainsi réaliser le plan secret d'Arasaka. Se battre contre Militech sans cette armure signerait son arrêt de mort. Tout est orchestré pour que David devienne le cobaye malgré lui. Lucy, capturée par Faraday et manipulée pour parler à David, c'est la seule voix en qui il peut avoir réellement confiance, et lorsqu'il doute de l'utilisation de cette armure, entendre la voix de celle qu'il aime lui dire qu'il doit porter ce cybersquelette, ça le persuade immédiatement. Sers-toi du cybersquelette si tu veux survivre. Je t'en prie, David. Sans surprise, David détruit complètement Militech avec cette nouvelle armure. Mais cette victoire fait écho à son premier implant, le sang de Devistan, qui décidait déjà de sa fin. Une fin inévitable comme pour tous les humains qui cherchent désespérément à gagner en puissance. C'est comme ça que je fonctionne, moi, les gars. Alors que Kiwi avait trahi son groupe pour travailler avec Faraday, l'homme manipulateur lui donne rendez-vous et la tue afin qu'il soit l'unique bénéficiaire de cette mission. Mais Kiwi a donné les informations juste à temps pour que David puisse retrouver Faraday. Et quand je parlais de la décision de Kiwi de trahir son équipe, elle aurait très bien pu simplement quitter la ville et rester en vie. Mais elle a quand même répondu à l'appel de Faraday, en sachant qu'il pouvait s'agir d'un piège. Bien qu'elle les ait trahis, les actions de Kiwi ont du sens. Et grâce à elle, les Edge Runners restants peuvent retrouver Faraday. Arasaka se retrouve en difficulté lorsque David les prend d'assaut, et c'est ainsi qu'intervient le mercenaire de légende à la solde d'Arasaka, Adam Smasher. David n'a aucune difficulté pour éliminer les moindres soldats d'Arasaka, mais s'ensuit un combat contre Adam Smasher qui est bien trop puissant pour tous les membres du groupe. Faraday finit d'ailleurs par mourir, tombant de la tour Arasaka et succombant des dégâts de l'explosion d'un missile lancé par Adam Smasher. Et c'est ainsi que va mourir Rebecca, rejoignant son grand frère, décédé plus tôt dans cette histoire brutale. Rebecca, c'est celle qui avait le comportement le plus fou, avec une apparence de psychopathe, mais quand on la voit au début, elle n'a que des implants esthétiques, rien qui ne puisse déclencher des cyberpsychoses, et même si elle a fini par craquer en prenant des implants suite à la mort de son frère, avant ça, quand on la voyait complètement dingue aux côtés des autres, on ne se doutait pas qu'en réalité, c'était elle la plus humaine. C'est elle qui n'a pas été tentée par ces implants robotiques te faisant perdre ton humanité. C'est pas moi qui compte. Moi, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. Alors que toi, t'as encore un rêve à réaliser. Je veux que tu le fasses pour moi. C'est ça mon rêve. C'est uniquement pour ça que je me bats encore. Falco intervient en prenant Lucy avec lui pour qu'il s'échappe, et au même moment, David se fait mettre en pièces par Adam Smasher dans son ultime combat. Cela fait écho aux paroles de Jimmy Kurosaki, soit tu te perds à jamais, soit tu meurs. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Et quand David pensait qu'il était différent, et qu'il survivrait à cette accumulation de chrome implanté dans son corps, il ne pouvait pas non plus y échapper, à cette mort certaine. C'est comme une boucle qui se répète où personne ne peut y échapper, peu importe le chemin choisi ou les décisions prises. Maine affecté par la cyberpsychose et David qui suit ce chemin ne sont que des énièmes morts dus à cette quête insatiable de puissance. L'envie de David de faire tomber Arasaka n'est sûrement qu'une tentative parmi tant d'autres, de briser ce système pour le bien de ceux qu'on aime. Rien n'a changé en réalité, c'est une boucle qui se répète. Rien n'a changé, à l'exception des légendes qui se créent, et des noms immortalisés dans une simple boisson. Dans le jeu Cyberpunk, nous pouvons nous rendre à l'Afterlife, un bar très réputé à Night City où diverses boissons portent le nom de ceux qui ont marqué cette ville. On peut y retrouver le Johnny Silverhand, une tequila avec de la bière en hommage à la légende découverte à travers le jeu, mais aussi, vous voyez où je veux en venir, ce shot de vodka avec du soda, qui porte le nom David Martinez. C'est ainsi que David a écrit sa légende, mourant lors de ce combat épique.
Plus tard, Lucy se rend sur la Lune et accomplit enfin son rêve, un rêve qu'elle aurait souhaité partager avec celui qu'elle aime. Elle va continuer à rêver pour elle et pour lui, même après sa mort. Et le jeu ne s'arrêtera pas là au niveau des détails cachés, car nous pouvons nous rendre au Columbarium, un mémorial réunissant les restes incinérés des milliers d'habitants de Night City, et parmi eux on y retrouve le mémorial de Gloria, la mère de David, celle qui a toujours souhaité qu'il gravisse les échelons d'Arasaka, et sur ce mémorial on y retrouve un message de Lucy. Vous aviez raison, David a atteint le sommet de la tour Arasaka. Il ne l'a pas atteint comme elle l'aurait souhaité, mais finalement il l'a atteint en suivant ses propres ambitions. Il y a aussi le mémorial de David. Le message de Lucy sur ce mémorial dit « Tu ne m'as pas emmené sur la Lune, mais tu étais là avec moi ». David Martinez a marqué Night City et toute une génération, et tous ceux qui entament leur propre histoire dans ce monde entendent son nom résonner. Même V, le personnage que l'on joue dans Cyberpunk 2077, peut retrouver la veste jaune emblématique et symbolique de David et des Edge Runners. Mais aussi et surtout, on peut voir V chanter cette musique. Une musique qui sublime parfaitement la fin de cette histoire.